Bienvenue. Entrez dans l'univers du tome 1 de Saladin, publié par les éditions Orims, une œuvre écrite par Lies Chacal et portée par ma voix, Leila Rebi, que vous connaissez peut-être sous le nom de Doublage Leila. Pour découvrir l'intégralité de la saga Saladin, les 7 tomes sont disponibles sur orims.com. Acte 7. Le premier voyage de Saladin. Il n'était pas loin de 17h30 lorsque Saladin arriva au domicile familial. Sa maman, qui commençait à s'inquiéter, lui fit part de son mécontentement. « Je crois que tu me dois des explications », lança-t-elle à Saladin, les sourcils froncés. « Ce n'est pas dans tes habitudes. Mon petit doigt me dit que tu as encore eu des problèmes au collège. À ce propos, donne-moi ton carnet de correspondance, que je vérifie si tu n'as pas eu de mots aujourd'hui. » « Mais il faut que je t'explique, maman. » Pas le temps de terminer sa phrase. « Donne-moi ton carnet tout de suite, s'il te plaît. »« Voici, maman. C'est encore cette prof d'histoire qui m'aime pas. Elle n'est pas là pour t'aimer ou te détester. Un enseignant a toujours raison, même s'il a tort. Entends-tu? C'est une adulte, et tu n'es qu'un enfant, que tu le veuilles ou non. D'ailleurs, voyons ce qu'elle a pu bien écrire. » Amina prit connaissance du mot. Elle ne put retenir ses larmes. D'indicibles sentiments s'entremêlèrent à cet instant précis. L'école, se dit-elle, avait bien changé au cours de ces dernières années. L'autorité était sans cesse plus contestée, les parents toujours plus sollicités pour des difficultés que les enseignants d'autant savaient gérer seuls. Drôle d'époque. Si vous avez le malheur d'avoir un enfant différent, on vous en fait un enfant anormal, en difficulté scolaire, ou qui a des problèmes de socialisation. L'école, creuser des différences entre du savoir, se déshumanise. Elle n'est plus le lieu où se construisent les réussites. Elle est le lieu d'où émergent les pires frustrations imaginables. L'école, qui avant savait former des géants, forme aujourd'hui des nains. C'est ainsi. Ce n'est évidemment pas ce qui chagrina Amina. Non. Le véritable problème était lié à l'exigence de l'enseignante qui souhaitait rencontrer les deux parents. « Qu'as-tu encore dit ou fait pour mettre ton enseignante dans cette colère ? Elle m'a interrogée sur le nom d'un illustre voyageur d'origine italienne, et je te jure que je n'ai pas levé le doigt pour répondre. Personne n'avait la réponse et elle s'est tournée vers moi. » répondit Saladin. « Es-tu sûr de m'avoir tout dit ? » ?»« Oui, enfin, je crois. » rétorqua Saladin un peu embarrassé. « Je crois deviner ce que tu as omis de me préciser. C'est encore Ibn Battuta, n'est-ce pas? Tu t'es souvenu des jeux que tu faisais avec ton père? »« Maman, elle a traité Ibn Battuta de menteur, et je n'ai fait que suivre les conseils de papa. J'ai lavé son honneur, » ajouta-t-il tout fier. « Je n'en crois pas mes oreilles, » s'emporta Amina. « Tu as fait quoi? Tu ne peux pas être le justicier des temps modernes. Ibn Battuta est mort il y a belle lurette. Cela ne lui causera aucun tort d'être traité de menteur ou pas. M'entends-tu? Si cela ne lui causera aucun tort, alors il en sera de même pour Marco Polo, précisa Saladin. Je ne comprends pas, interrogea Amina. Ne me dis pas que... Non, ce n'est pas possible. Dis-moi que tu n'as pas osé le traiter de... Menteur. Oui, maman, j'ai dit qu'il était plus menteur qu'Ibn Battuta. Mon Dieu, mon fils est aliéné. Tu cherches à te faire renvoyer? Monsieur se voit en redresseur de tort? Rien que cela. Tu te fais maintenant l'avocat du passé dans le présent. Ces derniers mots eurent un effet immédiat sur Saladin. Il se trouva replongé dans ce drôle de rêve avec Si Mohind Amokren. Il se souvint qu'il avait omis un détail d'une importance capitale qui, d'après lui, pouvait expliquer les difficultés nouvelles de la famille. Il choisit de renverser le rapport de force avec sa maman, qui n'arrêtait pas de déverser son flot de colère depuis quelques minutes. « Maman, je crois que tu as oublié de me remettre un objet important. »« Pardon ?» s'emporta Amina. « Tu as un accès de fièvre ou quoi? Tu n'as pas respecté l'engagement pris avec Si Mohind Amokren. »« De quel engagement parles-tu? » « Je ne vois pas de quoi tu parles. Si Mohind Amokren,
Il m'a dit que tu avais omis de me remettre un objet. Où est-il, maman? Je vais t'emmener voir un médecin. Tu dois être trop fatiguée et ta raison t'abandonne. Ce n'était qu'un mauvais rêve, Saladin. Maman, une voix m'appelle. Il me manque quelque chose. La discussion est terminée, Saladin. Va faire tes devoirs et prépare-toi pour le souper. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Amina était persuadée que cette fête de la Aqiqa, au village de son mari, en Algérie, il y a bientôt 12 ans maintenant, était la source de tous ces maux. Ils avaient dû être les victimes d'un acte de sorcellerie, pratique dont sont friands de nombreux villageois isolés du monde moderne. Certainement la faute à ce Mohamed Amokren, le sage du village. Amina le voyait plutôt comme un homme sournois et perfide qui, sous ses allures de saint, était l'incarnation du mal. Malgré tout, il se dégageait de cet homme une lumière qui ne pouvait pas correspondre aux ténèbres du mal. Elle le savait en son fort intérieur. Mais alors, de quoi avait-elle peur? Elle savait son enfant différent depuis sa naissance. Il était éveillé, comme beaucoup d'autres. Il était sa fierté. Saladin, qui aimait jouer au chevalier, en avait l'âme. Il en était convaincu. Elle se résigna à tirer de la commode de sa chambre une boîte à bijoux en cuivre, métal respecté en Algérie, et partout ailleurs dans le monde musulman, qui a donné ses lettres de noblesse à la dinanderie ou l'art de travailler le cuivre. Cette boîte contenait un petit étui fait de peau de chèvre. Cela faisait des années qu'elle ne s'y était pas penchée. Cet étui appartenait à son mari. Elle n'avait pas pour habitude de toucher à ses effets personnels. En défaisant délicatement les liens de l'étui, elle en tira un anneau finement ciselé, modèle unique et rare. Cet anneau, fait d'argent vieilli, était serti d'une pierre qui n'était autre que du corail rouge d'une qualité exceptionnelle. Certains coraux peuvent croître pendant des siècles. La surexploitation des fonds marins aujourd'hui et la pollution ne permettent plus de trouver des coraux rouges de plus d'1 mètre de haut, comme ceux qui existaient il y a des décennies. Le corail de cet anneau avait des siècles d'âge, c'est une certitude. Il avait dû être le témoin des événements des temps passés. Amina frotta légèrement la pierre pour lui redonner un peu de lustre. Elle poussa un cri d'étonnement qu'elle l'étouffa aussitôt. Amina prit peur et décida de vite ranger l'anneau dans son étui. « Il ne faut surtout pas que Saladin le trouve », se dit-elle. Or, ce qu'Amina n'avait pas senti, c'est que Saladin avait entendu son cri de stupéfaction. Elle s'était précipitée vers la chambre de sa mère et, comme la porte était entr'ouverte, Saladin avait perçu au loin une petite lueur. Le mauvais rêve dont parlait sa mère était plus vrai qu'elle ne voulait l'admettre. Il choisit de s'éclipser. Il venait d'avoir des réponses à ses questions. Il a géré le moment voulu. Amina rejoignit Saladin dans le salon. « As-tu fait tes devoirs ?» interrogea-t-elle. « Oui, maman, j'ai tout terminé. J'en ai même profité pour faire les devoirs de la semaine pour m'avancer. C'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut que tu te reposes et que tu penses à faire une activité sportive qui te permettra de te défouler. Tu devrais prendre le karaté cette année. Je ne sais pas si je pourrais, tu sais. J'ai une envie folle de lire cette année. Et j'ai besoin de temps pour le faire. Il faut accorder un temps à chaque chose, Saladin. Bon, va faire ta toilette avant de dormir. Et n'oublie pas de faire ta dernière prière. Est-ce que je peux venir te conter une histoire avant de dormir, maman? Drôle d'idée. C'est aux mamans de conter des histoires normalement. D'accord. Mais il ne faut pas qu'elles soient trop longues. Je meurs de fatigue. Merci. Merci. Cet enthousiasme soudain n'avait pas éveillé les soupçons d'Amina qui ne se doutait pas que Saladin avait une idée en tête. Il se rendit dans la chambre de sa mère et commença à lui lire quelques fables de La Fontaine. Amina trouvait cela ennuyeux, mais elle n'avait plus assez d'énergie pour le faire savoir à Saladin. Ses paupières s'alourdissent. Le sommeil l'emporta. Saladin choisit d'agir à ce moment. Il entreprit d'ouvrir le tiroir de la commode. Il cherchait la boîte en cuivre que sa mère avait tirée peu de temps avant. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est que sa mère avait fermé la commode à clé. Cet imprévu contraria fortement Saladin qui se mit à chercher la clé.
Où pouvait-elle se trouver? Elle n'était pas sur la commode. En fouillant les objets qui se trouvaient sur le dessus, il renversa par inadvertance un flacon de parfum qui se brisa au contact du sol. Amina sursauta et, tirée de son sommeil par le bruit, réprimanda vertement Saladin, qu'elle invita à rejoindre sa chambre au plus vite. Pendant qu'elle ramassait les débris jonchés au sol, Saladin fut attiré par la présence d'un petit objet métallique. C'était la clé qu'il cherchait. Elle se trouvait sous les flacons de parfum qu'il avait renversés. Ce ne pouvait être qu'un signe du ciel. Il prétexta le rangement des objets posés sur la commode et s'empara discrètement de la clé qu'il glissa dans la poche de son pyjama. Sa mission était accomplie, ou presque. Il fallait attendre un moment plus propice pour tenter d'ouvrir la commode. Il se rendit dans sa chambre et attendit patiemment que sa mère se rendorme. Il devait être minuit passé. La veilleuse de la chambre d'Amina était toujours allumée, signe qu'elle ne parvenait pas à se rendormir. Saladin luttait contre le sommeil jusqu'à ce qu'enfin, aux alentours d'1h30 du matin environ, le signe tant attendu arrive. La veilleuse était enfin éteinte. Saladin patienta un petit quart d'heure supplémentaire et pénétra dans la chambre de sa mère à pas de chat. Il avançait tel un félin à l'affût, le dos courbé, les yeux rivés vers la commode qu'un clair de lune parvenait à illuminer. Sa mère avait, fort heureusement, mal fermé les volets. Il engagea la clé dans la serrure de la commode et fouilla minutieusement le deuxième tiroir, situé à hauteur du lit de sa mère, et commença à tâter le linge de ses deux mains lorsque sa mère se retourna et balança de manière nonchalante, et involontaire bien sûr, sa main droite, qui atterrit dans le tiroir ouvert. La malchance s'était invitée. Le linge avait amorti la chute de la main. Saladin se rendit compte que c'était précisément sous ce linge, et donc sous la main de sa mère, que se trouvait la boîte à bijoux qu'il convoitait. Il essaya de relever délicatement la main de sa mère, lorsque cette dernière ouvrit tout d'un coup grand les yeux. Elle le fixa du regard, elle ne clignait pas des yeux. On eût dit un zombie sorti d'outre-tombe. Saladin prit peur. Peu lui fallut qu'il n'ouvre la bouche pour justifier sa présence, lorsque sa mère se retourna du côté opposé. Après avoir poussé un ouf de soulagement, il se saisit de la boîte et rampa à même le sol. Installé confortablement dans son lit, Saladin ouvrit la boîte et en tira l'étui qui contenait l'anneau. Ce dernier reluisait de tout son éclat, malgré l'obscurité de la chambre. À l'évidence, cet anneau était singulier. Le petit doigt de la main droite de Saladin, l'auriculaire donc, se dressa subitement. Saladin ne parvenait plus à le plier. L'anneau s'illumina et alla s'enfiler dans l'auriculaire de Saladin. Si Mohind Amokren avait raison lorsqu'il répondit au père de Saladin il y a déjà plus de 12 ans, l'anneau lui montrera le chemin, le moment voulu. Saladin frotta spontanément la pierre de l'anneau, comme si ce dernier ne l'avait jamais quitté. Ses paupières s'alourdirent. Il s'endormit profondément. Entre-temps se dégagea de l'anneau une lumière d'une intensité incroyable. Cette lumière forma comme une ouverture qui absorba l'esprit de Saladin. Son corps était, lui, toujours dans le lit. Saladin venait, sans le savoir, d'accomplir son premier voyage dans le temps. La magie de l'anneau opéra comme le prédit Si Mohind Amokren, mettant à mal ce célèbre adage latin que l'on trouve gravé sur un cadran solaire à Port-Royal des Champs, Ora fugit, utere quod non reditura. L'heure fuit, dépêche-toi, car elle ne reviendra pas.